les enfants mangeront après tout le monde, a dit ma mère avant de verrouiller la porte alors que mes enfants étaient encore dehors, sous la neige. Mon fils a commencé à grelotter. Mon mari a regardé fixement à travers la fenêtre, a sorti son téléphone et a passé un appel qui a coupé l'appétit à tout le monde. Je m'appelle Lily Parker. J'ai 30 ans, je suis épouse et mère de 2 enfants. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été celle qui, dans ma famille, gardait le silence juste assez longtemps pour que tous les autres puissent faire semblant que tout allait bien. Mais la veille de Noël, ma mère a enfermé mes enfants dehors, dans la neige. Pas au sens figuré, pas de manière émotionnelle. Elle a réellement tourné le verrou alors que mon fils et ma fille se tenaient sur le porche de notre maison de lac familiale, leurs bottes s'enfonçant dans la neige fraîche, leur souffle embuant la vitre, leurs petites mains pressées contre la fenêtre. Le dîner était déjà sur la table. Le rôti était découpé. La sauce au canneberge était intacte. Des bougies brûlaient au centre de la vieille table de salle à manger en cèdre de ma grand-mère, celle que tout le monde dans ma famille aimait qualifier de « tradition » quand cela les arrangeait. Mon fils Noah avait 8 ans. Il avait oublié ses gants à l'intérieur. Ma fille Emma avait 6 ans. Elle s'efforçait de ne pas pleurer parce qu'elle croyait encore que les adultes devenaient plus gentils à Noël. Ma mère se tenait dans la salle à manger, une main encore près du verrou. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle n'avait pas l'air paniquée. Elle avait l'air calme. Puis elle a dit, de la même voix qu'elle aurait utilisée pour demander de passer le sel, « Les enfants mangeront après tout le monde. » Personne ne bougea d'abord. C'est la partie dont je me souviens le plus clairement. Pas la neige, ni même Noah qui grelottait, mais l'immobilité. Mon père a baissé les yeux vers son assiette comme si le motif de la porcelaine était soudain devenu extrêmement intéressant. Ma sœur aînée, Claire, s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, puis l'a lentement rabaissée comme si un mouvement trop rapide risquait de la rendre responsable de quelque chose. Mon mari Daniel se tenait à mes côtés. Il n'a pas crié. Daniel n'était pas un homme bruyant. Il était d'une constance qui poussait les gens à le sous-estimer. Il s'est approché de la fenêtre et a regardé nos enfants dehors. Les épaules de Noah étaient voûtées. Emma était pressée contre son flanc, le visage pâle sous la lumière bleue du porche. La mâchoire de Daniel s'est contractée une fois. C'est tout. Puis il a sorti son téléphone. Ma mère a laissé échapper un petit rire, pas encore tout à fait nerveuse. Oh, ne sois pas dramatique. Daniel ne l'a même pas regardé. Il a appuyé sur un nom dans ses contacts, a porté le téléphone à son oreille et a attendu. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le feu crépiter dans la cheminée en pierre. Je pouvais entendre le léger frottement du pouce de mon père contre son alliance. Je pouvais entendre le mouvement des bottes de Noah sur les planches du porche à l'extérieur. Puis Daniel a dit très calmement, « Elle l'a fait. » Elle a déclenché les griffes. Le visage de ma mère a changé avant même que quiconque n'explique quoi que ce soit. Ses joues ont blêmi d'une manière lente, presque étrange, comme si elle avait entendu un son que nous autres n'avions pas perçu. Mon père a fini par lever les yeux. Claire a cessé de faire semblant de ne pas comprendre. Et puis, un par un, chaque personne autour de cette table a semblé réaliser que le dîner n'était plus ce dont elle devait se soucier. Personne n'a repris sa fourchette. Alors, avant d'expliquer ce que cet appel signifiait, pourquoi ma mère a soudainement semblé avoir perdu bien plus que le dîner de Noël, et pourquoi mon père a chuchoté, « Lily, qu'as-tu fait ?» comme si c'était moi qui avais franchi une ligne, « S'il vous plaît, restez avec moi. » Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas commencé par une porte verrouillée. Laissez-moi maintenant vous ramener en arrière. Tout a commencé par une table, une promesse et une maison que mes parents n'ont jamais vraiment possédée, peu importe le nombre d'années durant lesquelles ils ont agi comme si c'était le cas. La maison du lac se trouvait à environ 40 minutes de la ville, au bout d'une route étroite qui disparaissait dans les pins et devenait argentée dès qu'il neigeait. Enfant, je pensais que c'était l'endroit le plus tranquille du monde. Pas silencieux, à proprement parler. Il y avait toujours le vent qui bougeait dans les branches, la glace qui tapait contre les vitres, les vieux tuyaux qui cognaient dans les murs, mais c'était tranquille de la manière dont une personne est tranquille lorsqu'elle est enfin en sécurité. Ma grand-mère rendait ce lieu ainsi. Tout le monde l'appelait Marion, sauf moi. Je l'appelais grand-mère mais parce que, quand j'étais petite, je n'arrivais pas à prononcer Marion, et elle disait que, mais, évoquait le printemps, donc que cela lui allait mieux. Quoi qu'il en soit, mes parents n'aimaient pas cela. Ils aimaient les noms convenables, les vêtements convenables,
les bonnes manières, les histoires appropriées racontées sur un ton convenable. Ils étaient le genre de personnes capables de refroidir une pièce sans ouvrir de fenêtre. Ils ne criaient pas beaucoup. Crier aurait été trop désordonné. Ma mère corrigeait. Mon père se retirait. Ensemble, ils faisaient de la déception une température domestique normale. Lors des dîners de famille, j'ai appris très tôt à garder un visage impassible. Si je demandais trop, j'étais ingrate. Si je demandais trop peu, j'étais boudet. Si je pleurais, j'étais manipulatrice. Si je restais silencieuse, j'étais difficile. J'ai donc appris à observer les choses à la place. La façon dont le sourire de ma mère se crispait avant qu'elle ne dise quelque chose de cruel. La façon dont mon père se désengageait d'une conversation juste avant de prétendre qu'il n'avait pas le choix. La façon dont les proches détournaient le regard quand ils savaient que quelque chose était injuste, mais ne voulaient pas s'embêter à le dénoncer. Grand-mère May le remarquait aussi. Seulement, elle ne détournait jamais les yeux. Chaque veille de Noël, elle dressait elle-même la table en cèdre. Elle était lourde, irrégulière par endroits, avec une longue cicatrice sur un côté là où un plat chaud avait brûlé le vernis des années avant ma naissance. Elle aimait cette marque. Elle disait qu'une table sans marque n'avait pas assez vécu. Il y avait toujours 2 chaises supplémentaires. Toujours, même quand la maison était pleine, même quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas assez de place, même quand ma mère se plaignait que cela gâchait la symétrie de la table. Grand-mère m'élissait les serviettes, me jetait un regard et disait, il y a toujours de la place pour l'enfant qui se sent mis de côté. Je ne comprenais pas alors toute la portée de ces mots. Je savais seulement que lorsque ma mère oubliait de me réserver une place près de la cheminée, grand-mère May en installait une. Quand Claire était félicitée pour son aide en cuisine et qu'on me disait que je gênais, grand-mère May me tendait un bol d'orange et me disait que j'avais la tâche la plus importante car la table avait besoin de couleur. Quand mon père disait que j'étais trop sensible, grand-mère May posait une tasse de chocolat chaud devant moi et disait que certaines personnes qualifiaient la sensibilité de défaut parce qu'elles avaient oublié comment ressentir. Elle ne faisait jamais de discours à ce sujet. Elle faisait simplement de la place. C'était sa façon d'être. Des années plus tard, après que Daniel et moi avons adopté Noah et Emma, je leur ai parlé de cette table avant même qu'ils ne la voient. Je leur ai parlé des 2 chaises supplémentaires. Je leur ai dit que grand-mère May croyait que personne ne devait avoir à mériter la chaleur. Je leur ai dit que Noël à la maison du lac sentait les aiguilles de pin, le feu de bois, la cannelle et la neige qui fondait sur les bottes près de la porte dérobée. Noah a demandé si la table était magique. J'ai dit non. Puis j'y ai réfléchi et j'ai dit, peut-être un peu. Emma a demandé s'il y aurait une chaise pour elle. Je me souviens du regard de Daniel depuis l'autre bout de la cuisine quand elle a posé cette question. Son expression a changé très légèrement. Il savait que des questions comme celle-là ne venaient pas de nulle part. Les enfants qui avaient attendu la stabilité écoutaient attentivement lorsque les adultes parlaient d'appartenance. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai dit, il aura toujours une chaise pour toi. Je le pensais sincèrement. Je le pensais plus que presque tout le reste. Alors, quand ma mère a appelé 3 semaines avant Noël pour nous inviter à la maison du lac, j'aurais dû dire non. C'est facile à dire maintenant. À ce moment-là, elle semblait plus douce que d'habitude. Lily, a-t-elle dit, ton père et moi avons discuté. Il est temps de mettre les vieux malentendus derrière nous. De vieux malentendus? C'est ainsi qu'elle appelait des années de petites blessures, les robes corrigées, les anniversaires oubliés, la façon dont elle présentait Daniel comme le mari de Lily, tout en présentant le mari de Claire par son titre professionnel. La façon dont elle disait que Noah et Emma étaient des enfants, si chanceux, sur un ton qui faisait de la chance une dette. Je me suis assise à notre table de cuisine, le téléphone à l'oreille, en regardant Emma coller des boules de coton sur un bonhomme de neige en papier. Noah lisait à côté d'elle, bougeant silencieusement ses lèvres sur les mots. Quel genre de Noël prévoyez-vous, ai-je demandé. Ma mère a expiré comme si elle s'était attendue à ce que je sois difficile. Juste la famille, un dîner, des cadeaux, une chance d'être ensemble sans toute cette tension. Il y eut une pause. Puis elle a ajouté, et peut-être quelques discussions de famille pratiques. Ton père a des papiers qu'il aimerait que tout le monde regarde. Rien de désagréable. Ce mot a attiré mon attention. Les papiers. J'ai regardé Daniel à l'autre bout de la pièce. Il rinçait des tasses dans l'évier, mais ses épaules ont bougé lorsqu'il a entendu mon silence. Quel papier,
ai-je demandé. J'ai failli dire non à ce moment-là. J'ai failli lui dire que nous avions d'autres projets même si ce n'était pas le cas. Emma a levé les yeux de son bonhomme de neige et a chuchoté à Noah, « Tu penses qu'il y a de la vraie neige chez grand-mère, et quelque chose en moi a cédé. Pas complètement, juste assez. Parce que je ne voulais pas que le monde de mes enfants soit façonné uniquement par ce qui m'avait blessé. Je voulais qu'ils voient le lac, les pins, la vieille cheminée en pierre, la table en cèdre où ma grand-mère m'avait autrefois fait me sentir choisi alors que tous les autres me faisaient me sentir toléré. » Daniel s'est essuyé les mains et s'est approché après que j'ai raccroché. Qu'est-ce qu'elle voulait? La veille de Noël à la maison du lac, ai-je dit. Il a observé mon visage. Daniel ne me pressait jamais quand j'hésitais à dire toute la vérité. Et elle a dit que papa avait des papiers. Sa bouche s'est contractée. Lily, je sais. Nous n'avons pas besoin d'y aller. J'ai de nouveau regardé les enfants. Emma avait collé trop de boules de coton sur un côté du bonhomme de neige, alors Noah l'aidait discrètement à équilibrer le tout sans qu'elle se sente réprimandée. Je sais, ai-je répété. Daniel s'est assis à côté de moi. Est-ce que tu veux y aller? C'était bien là le problème. Une partie de moi le voulait. Non pas parce que je faisais confiance à mes parents. Ce n'était pas le cas. Non pas parce que je croyais qu'un dîner de Noël pouvait réparer quoi que ce soit. C'était impossible. Mais il y a des endroits dans votre vie qui conservent la dernière version intacte de quelque chose. Pour moi, cette maison du lac abritait la dernière version pure de la famille, pas celle de mes parents, mais celle de ma grand-mère. Et je voulais que mes enfants effleurent cette version au moins une fois. J'ai donc dit, je veux qu'ils voient la table. Daniel est resté silencieux un moment. Puis il a cherché ma main sous la table de la cuisine et l'a serrée une fois. D'accord, a-t-il dit, mais nous partons à la seconde où les choses tournent mal. J'ai hoché la tête. Je croyais que cela suffirait. Je croyais que le mal s'annoncerait clairement. Je pensais qu'il s'agirait d'une remarque acerbe, d'un regard froid, peut-être d'une conversation tendue dans le bureau à propos de papiers que mon père voulait faire signer. Je ne comprenais pas encore que, dans ma famille, le mal arrivait rarement d'un coup. Il arrivait déguisé en tradition. Il souriait à la porte. Il appelait la cruauté de la politesse. Et le temps que vous réalisiez ce qui se passait, quelqu'un avait déjà tourné le verrou. Nous y sommes allés quand même. Cela semble simple à dire aujourd'hui. C'était la semaine précédant Noël. Je flottais dans notre maison comme quelqu'un préparant deux fêtes différentes. L'une était la fête en laquelle mes enfants croyaient. J'ai emballé des livres pour Noah, un petit train en bois pour Emma, et deux paires de chaussettes en laine épaisse parce qu'ils adoraient tout ce qui les faisait se sentir plus grands. J'ai préparé du pain d'épices avec eux le 23, et Emma a appuyé si fort sur l'emporte-pièce que l'ange a perdu une aile. Elle m'a regardé avec inquiétude, est-ce qu'il est gâché? Non, ai-je dit. Il a juste l'air d'avoir traversé des épreuves. Noah a ri, et Emma a souri de nouveau. C'était le Noël que je voulais leur offrir. Imparfait, chaleureux, sûr. L'autre fête était celle que je préparais après leur coucher. J'ai disposé nos vêtements avec soin. J'ai emballé des gants supplémentaires, des chaussettes de rechange, une petite trousse de premier secours parce qu'Emma paniquait si elle avait une égratignure sans pansement. J'ai glissé une copie du code d'accès de la maison du lac dans mon portefeuille, même si mes parents n'avaient jamais apprécié que j'en possède une. Daniel l'a remarqué. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre, un pull plié à la main. Tu emportes le code? Il est toujours valide. Ce n'est pas ce que je te demande. Je l'ai glissé derrière mon permis de conduire. Je sais. Il n'a pas insisté. Il s'est simplement approché et a posé le pull dans le sac de voyage. Daniel savait comprendre quand j'avais besoin de silence plutôt que de conseils. Il n'était pas toujours d'accord avec mes choix, mais il ne m'obligeait jamais à défendre ma douleur comme s'il s'agissait d'une plaidoirie. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, j'ai vérifié mes emails. Il y avait 2 messages de mon père. Le premier était assez ordinaire. Dîner à 18h, cadeau avant le dessert. Apporter des bottes de neige si les enfants voulaient marcher près du lac. Le second avait pour objet, documents familiaux. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté assise à la table de la cuisine, l'ordinateur portable projetant sa lueur bleue sur mes mains.
La maison était silencieuse, hormis le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac lointain de l'horloge murale. Je pouvais voir le bonhomme de neige en papier d'Emma qui séchait près de l'évier, bancal et lourd de coton. Finalement, j'ai cliqué. Le message était court: ta mère et moi ne voulons rien de compliqué pour la veille de Noël, mais il serait utile que tu viennes préparer à examiner quelques questions de succession. Rien de définitif à moins que tout le monde ne soit à l'aise. Il est temps de cesser de laisser de vieux papiers créer de la distance dans cette famille. J'ai relu le message 2 fois. Vieux papier. Distance. Famille. Mon père avait le don de faire passer la pression pour de la responsabilité. Il ne disait jamais « fais ce que nous voulons ». Il disait « ne rends pas cela plus difficile que nécessaire ». Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré l'email à moi-même et je l'ai enregistré dans un dossier que j'avais nommé « Maison du Lac » des années auparavant. Puis j'ai refermé l'ordinateur et je suis resté assise là encore un moment. Je n'avais pas peur des documents. J'avais peur de ce que mes parents pouvaient faire signifier à ces documents dans une pièce pleine de monde. Le lendemain matin, la veille de Noël s'est levée lumineuse et froide. Noah était réveillé avant l'aube. « Est-ce que le lac est gelé ?» a-t-il demandé avant même que j'aie préparé le café. Probablement près des bords. « Est-ce qu'on peut marcher dessus ?» Non. Et si grand-père dit oui? C'est quand même non. Il a hoché la tête, déçu mais trouvant cela juste. Emma est descendue en portant son pull rouge à l'envers et en tenant son lapin en peluche. Elle n'emportait son lapin que lorsqu'elle était très excitée ou peu sûre d'elle. Elle s'était brossé les cheveux d'un seul côté, oubliant l'autre. Daniel s'est accroupi près des escaliers et a remis son pull à l'endroit sans faire de remarques. « Tu crois que grand-mère mais nous voit y aller ?» a demandé Emma. La question m'a touché en plein cœur. Je pense qu'elle serait heureuse que vous alliez voir sa maison. Notre maison, a demandé Noah. J'ai hésité. Les enfants remarquent les hésitations. La maison de famille, ai-je dit prudemment. Daniel m'a regardé par-dessus l'épaule d'Emma, sans me mettre en garde, mais en entendant ce que je ne disais pas. Le trajet a pris plus de temps à cause de la neige. Pas une neige dangereuse, juste une neige constante et tranquille qui adoucissait les bords de la route et s'accumulait sur les branches sombres des pins. Les enfants pressaient leurs visages contre les vitres arrière, signalant des traces de serre et des boîtes aux lettres coiffées d'un petit chapeau blanc. Pendant un moment, cela a presque semblé possible. Je me suis laissé aller à croire aux petites choses. Le thermos de chocolat chaud entre les pieds de Daniel. Emma qui fredonnait une chanson de Noël dont elle ne connaissait pas toutes les paroles. Noah demandant si les cèdres étaient la même chose que les sapins de Noël. La main de Daniel posée sur le levier de vitesse, assez près pour que je puisse la toucher si j'en avais besoin. Puis mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un SMS de ma mère, « S'il te plaît, rappelle aux enfants que nous utilisons des voix d'intérieur à la maison du lac. » Certains des invités plus âgés sont sensibles au bruit. J'ai regardé le message une seconde, puis j'ai retourné le téléphone face contre table. Daniel l'a vu. Quoi? Rien d'urgent. Il a attendu. Je lui ai donné le téléphone. Il a lu le message, puis me l'a rendu sans commentaire. Son silence était lourd de sens. Depuis le siège arrière, Emma a demandé « Est-ce qu'on est bientôt arrivé ?» Presque, ai-je dit. Et puis la route a tourné, et la maison du lac est apparue à travers les arbres. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, et en même temps pas du tout. Le toit était lourd de neige. Les fenêtres brillaient d'une lueur dorée. Une fine volute de fumée grise s'échappait de la cheminée. Il y avait une couronne sur la porte d'entrée, plus grande et plus travaillée que tout ce que grand-mère May aurait choisi. La sienne était toujours de travers, faite de branches de pin qu'elle coupait elle-même, avec des tranches d'orange séchées attachées par de la ficelle. Celle-ci arborait un ruban argenté. Un ruban argenté parfait. Noah a eu un souffle coupé, c'est immense. Emma a chuchoté, on dirait un film de Noël. J'ai souri parce qu'ils avaient besoin que je le fasse. Mais mes mains étaient restées immobiles sur mes genoux. Daniel s'est garé à côté du SUV de Claire. Il y avait déjà des traces de pneus imprimées dans l'allée, nettes et délibérées. Mon père avait déneigé l'allée principale en 2 bandes propres, mais le sentier latéral menant au porche était resté intact. C'était le sentier que grand-mère May empruntait lorsqu'elle rentrait du bois de chauffage depuis l'abri, même après que mon père lui avait dit qu'elle était trop vieille pour faire cela.
Elle me faisait un clin d'œil et disait, une maison reste chaude parce que quelqu'un décide qu'elle doit l'être. Je suis resté assise là une seconde de trop. Daniel a coupé le moteur. Ça va? Oui. C'est sorti trop vite. Il ne m'a pas reprise. Noah s'était déjà détaché. Emma essayait d'enfiler ses moufles, son lapin coincé sous le bras. Le chaos ordinaire m'a aidé. Les fermetures éclairs, les bottes, le frottement d'une roulette de valise sur le gravier gelé. Daniel sortant le sac de voyage du coffre. Moi rappelant à Noah de ne pas courir parce que le sol était glissant. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère se tenait là, vêtue d'un pull crème, des perles au cou, les cheveux lissés de cette manière soignée qui faisait que tout autour d'elle semblait légèrement jugé. Lily, a-t-elle appelé? Ni chaleureuse, ni froide. Juste mesurée. Mon père est apparu derrière elle, souriant comme un homme posant pour une photo que quelqu'un d'autre aurait demandé. Claire se tenait plus en arrière dans l'entrée, un verre de vin à la main. Ces deux garçons couraient autour de ses jambes, déjà à l'aise, appartenant déjà à cet espace. Mes enfants sont devenus silencieux à mes côtés. Ce fut la première chose qui fit mal. Non pas parce que quelqu'un avait dit quoi que ce soit pour le moment. Mais parce que les enfants sentent quand une porte n'est pas totalement ouverte. Ma mère s'est écartée juste assez pour nous laisser entrer. Entrer avant de mettre de la neige partout, a-t-elle dit d'un ton léger. Emma a regardé ses bottes. J'ai touché son épaule. Tout va bien. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle, le cèdre et quelque chose qui rôtissait dans le beurre. La chaleur nous a enveloppés si rapidement que mes lunettes se sont embuées. Pendant une seconde, j'ai eu 8 ans à nouveau, debout dans cette même entrée, guettant la voix de grand-mère mais depuis la cuisine. Mais aucune voix n'est venue. Seulement celle de ma mère disant, les manteaux dans le placard du couloir, les chaussures sur le paillasson. Les enfants, s'il vous plaît, ne touchez pas à la guirlande. Elle est vraie. Noah a rapidement retiré sa main d'une branche de pin qu'il avait à peine effleurée. Claire a souri depuis le couloir. Ils sont mignons, a-t-elle dit. Un peu intimidée, mais mignons. Une petite remarque, facile à ignorer, facile à excuser. C'est ainsi que cela a commencé. J'ai suspendu le manteau d'Emma à côté de celui de Noah et j'ai remarqué les chaussettes de Noël sur la cheminée à l'autre bout du salon. Les garçons de Claire avaient de grandes chaussettes rouges avec leur nom brodé en fil d'or, Mason, Oliver. Mes parents en avaient aussi. Claire en avait une. Même Daniel en avait une, ce qui m'a surprise. Noah et Emma avaient 2 petites chaussettes vertes à l'extrémité. Sans nom, juste des étiquettes attachées par une ficelle. J'ai fixé ces chaussettes une demi-seconde de trop. Ma mère a suivi mon regard. Oh, a-t-elle dit en souriant. Je ne savais pas à quel point vous vouliez que ce soit formel avec tout ça. De toute façon, les enfants se fichent des broderies. Tout ça. Elle n'avait pas prononcé le mot adoption. Elle n'en avait pas besoin. Noah a tiré doucement sur ma manche. Maman. J'ai baissé les yeux. Il regardait au-delà de la cheminée, vers la salle à manger. Je croyais que tu avais dit qu'il y avait une grande table. Il y en a une, ai-je dit. Ma voix sonnait normalement. Cela m'a demandé un effort. Il a fait un pas en avant, curieux, et Emma l'a suivi. J'aurais dû les arrêter. J'aurais dû demander de l'eau, les emmener aux toilettes ou me donner une minute de plus avant de voir cela. Mais Noah avançait déjà vers l'ouverture d'où s'échappait une lumière chaleureuse sur le plancher. Et quand je l'ai suivi, la première chose que j'ai vue n'était pas la porcelaine. Ce n'était pas les bougies. Ce n'était même pas la table. C'était le mur au-dessus du buffet. L'endroit où le portrait de grand-mère May avait toujours été suspendu était vide. L'espace vide au-dessus du buffet semblait trop propre. C'est ce qui m'a dérangé en premier. Il n'y avait pas de rectangle décoloré sur le papier peint, pas de clous laissés sur place, pas de contour montrant où le cadre avait protégé la peinture de la lumière du soleil. Quelqu'un n'avait pas simplement décroché le portrait de grand-mère May pour le dépoussiérer. Quelqu'un avait planifié la pièce sans elle. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû. Noah s'est approché de la table de la salle à manger, encore trop excité pour comprendre le silence de mon corps. « C'est ça ?» a-t-il demandé. « C'est la table de grand-mère May ?» J'ai alors regardé la table. C'était la même table en cèdre.
Je la reconnaissais à sa longue cicatrice de brûlure près du milieu, bien que ma mère en eût couvert la majeure partie avec un chemin de table crème brodé de fils d'argent. La table avait été polie jusqu'à briller. Les bougies étaient assorties. Les serviettes étaient assorties. Les assiettes étaient empilées en parfaits étages blancs, chacune bien centrée comme si quelqu'un avait mesuré la distance par rapport au bord. C'était magnifique. C'était bien là le problème. La table de grand-mère mais n'avait jamais ressemblé à une image de catalogue. On y trouvait des écorces d'orange dans un bol, des tasses dépareillées, trop de cuillères, et de petites bosses là où les gens avaient vécu autour d'elle. Cette table-ci semblait exiger que personne ne touche à quoi que ce soit sans en avoir reçu l'autorisation. Emma s'est appuyée contre moi, où est le tableau? Ma mère est entrée derrière nous. Quel tableau, mon cœur? Emma a pointé le mur du doigt. Celui de la grand-mère. Le sourire de ma mère n'a pas bougé. Oh, ce vieux portrait. Je l'ai déplacé dans le couloir. La salle à manger semblait trop lourde avec lui ici. Lourde. J'ai senti Daniel s'approcher de moi. Il n'a rien dit. Il a seulement regardé vers le couloir où je pouvais à peine distinguer le coin du portrait appuyé contre une petite console près du placard à manteau, à moitié caché par un vase rempli de branches blanches. Grand-mère May avait été reléguée hors de sa propre salle à manger comme un objet encombrant. J'ai déglouti une fois. Il a toujours été là, ai-je dit. Ma mère a ajusté une fourchette qui était déjà droite. Et maintenant, il est ailleurs. Une petite phrase. Une porte fermée à l'intérieur d'une phrase. Claire est entrée après elle, son verre de vin toujours à la main. Je trouve que cela ouvre la pièce. Maman a raison. C'était un peu sombre. Noah nous a regardés les unes après les autres. Il était assez grand pour savoir quand les adultes disaient plus que leurs simples mots. La main d'Emma a trouvé la mienne et y est restée. Mon père est entré ensuite, joyeux de cette manière calculée qu'il utilisait lorsqu'il voulait faire passer l'attention pour quelque chose d'irrationnel. Les voilà. A-t-il dit. Les voyageurs sont enfin arrivés. Il a d'abord serré Daniel dans ses bras, un geste rapide et ferme. Puis il m'a serré plus longuement. Pour quiconque regardait, cela aurait semblé affectueux. Sa bouche était tout près de mon oreille lorsqu'il a murmuré, « Faisons en sorte que ce soir soit facile, Lily. » Je me suis reculé lentement. Son visage est resté avenant. J'avais entendu ce ton toute ma vie. Facile signifiait silencieux. Facile signifiait docile. Facile signifiait que je portais le malaise pour que personne d'autre n'ait à le voir. Nous sommes ici pour le dîner, ai-je dit. Il a esquissé un léger sourire, bien sûr, mais sa main a effleuré la poche intérieure de sa veste avant qu'il ne s'éloigne. Un geste minuscule, presque rien. J'ai pensé à l'email. Documents familiaux. J'ai regardé Daniel, il l'avait vu lui aussi. Ma mère a frappé doucement dans ses mains. Les enfants, les cadeaux seront après le dîner. Les garçons de Claire ont déjà été très patients. Les garçons de Claire n'avaient pas été patients. Mason était allongé sous l'arbre, essayant de lire les étiquettes des cadeaux à l'envers, et Oliver tripotait le ruban de la plus grande boîte, mais ils appartenaient à cette maison d'une manière que mes enfants devaient mériter. Noah a regardé vers le sapin. Il y avait des cadeaux empilés en groupes soignés, du papier craft et des rubans rouges pour les adultes, du papier brillant pour les enfants. J'ai remarqué les noms parce que j'avais appris à les remarquer. Mason, Oliver, Claire, Papa, Daniel, Lily. Il y avait deux petits sacs près du fond, tous deux d'un argent générique, tous deux sans étiquette visible. Emma les a vus aussi. Est-ce que ce sont les nôtres, a-t-elle chuchoté. Je suis sûr que grand-mère a tout organisé, ai-je dit. Je me détestais un peu d'utiliser ce mot. Grand-mère. Ma mère n'était pas grand-mère mais. Elle n'avait jamais voulu être assez douce pour cela. Mais les enfants ne comprennent pas toujours la différence entre un titre et un refuge. Ma mère m'a entendu malgré tout. Oh, j'ai mis quelques petites choses de côté pour eux, a-t-elle dit. Je ne savais pas trop à quoi ils étaient habitués. La pièce n'a pas bronché. C'est ainsi que ce genre de remarques survivait. Le feu continuait de brûler. Claire a bu une gorgée de vin. Mon père a interrogé Daniel sur le voyage. Mason a crié qu'Oliver trichait à un jeu près de l'arbre, mais Noah avait entendu. Ses épaules se sont légèrement affaissées.
Emma a serré plus fort son lapin sous son bras. Daniel a répondu à mon père d'une voix normale, mais sa main a frôlé mon poignet au passage. Rien de dramatique, rien de perceptible pour quiconque. Ça va? Pas encore, ai-je pensé. Pas assez pour partir. Pas assez pour rester. Ma mère s'est dirigée vers la cuisine, parlant toujours par-dessus son épaule. Lily, tu peux poser tes affaires dans la petite chambre d'amis à l'étage. Daniel, je crains que la grande chambre ne soit déjà prête pour la famille de Claire. Ces garçons ont besoin d'espace. La petite chambre fera l'affaire, a dit Daniel. Ce n'était pas convenable. La petite chambre d'amis n'avait qu'un lit et un lit de jour et 3 sous la fenêtre. La famille de Claire avait séjourné dans la grande chambre à chaque fête depuis notre enfance. Même lorsque c'était moi qui avais fait le plus de route, même lorsque j'étais enceinte avant que l'adoption ne soit annulée la première fois, même quand grand-mère May était en vie et m'apportait discrètement des couvertures supplémentaires sans en faire toute une histoire. J'ai regardé Noah et Emma écouter l'attribution des chambres comme s'ils apprenaient quelle était leur place. C'était cela qui me restait en travers de la gorge. Les adultes comme ma mère pensaient que les enfants ne remarquaient rien si les mots étaient assez polis. Mais les enfants sont faits d'attention. Ils sentent la différence entre l'accueil et la tolérance bien avant de pouvoir nommer l'un ou l'autre. Nous allons garder nos sacs en bas pour l'instant, ai-je dit. Ma mère s'est retournée. Pour l'instant? Les enfants pourraient avoir besoin de leurs gants. Une pause. Puis elle a souri. Pratique, comme toujours. Claire a ri doucement, comme si c'était une marque d'affection. J'ai laissé passer. J'ai laissé passer trop de choses cette nuit-là parce que chaque détail arrivait enveloppé d'une innocence plausible. Une chaussette sans nom, un portrait déplacé dans le couloir, une chambre d'amis déjà attribuée, une remarque sur ce à quoi mes enfants étaient habitués. Rien de tout cela ne suffisait à soi seul pour que l'on puisse pointer du doigt et dire « Regardez, c'est de cela que je parle ». Et ma mère le savait. Elle avait toujours su maintenir sa cruauté juste en dessous du seuil où les témoins se sentiraient responsables. Le dîner était encore dans près d'une heure, alors la maison s'est installée dans cette étrange ambiance d'avant-fête. Ma mère entrait et sortait de la cuisine, vérifiant les minuteurs. Mon père se tenait près de la cheminée avec Daniel, l'interrogeant sur son travail mais sans vraiment l'écouter. Les garçons de Claire couraient de pièce en pièce jusqu'à ce que ma mère leur dise, en souriant, de faire attention aux décorations. Quand Noah a fait 2 pas trop rapides après eux, elle a dit, doucement avec les pieds, « S'il te plaît ». Noah s'est arrêté immédiatement. « Pardon » a-t-il dit. « Oh, ne prends pas cet air terrifié » a souri Claire. Tante Hélène aime juste que les choses soient faites d'une certaine manière. Tante Hélène. Ma mère leur avait dit de l'appeler ainsi. Je n'ai pas réagi tout de suite parce que mon cerveau devait assimiler l'information. Emma m'a regardé, je croyais que c'était grand-mère Hélène. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine au pire moment possible. Ou peut-être exactement au bon moment pour elle. J'ai juste pensé que nous devions faire simple, a-t-elle dit. Les enfants peuvent s'y perdre avec les titres. Ils ne sont pas perdus, ai-je dit. Ma voix était calme. Tout le monde l'a entendu malgré tout. Pour la première fois depuis notre arrivée, la pièce s'est figée. Mon père s'est détourné de la cheminée. Le verre de Claire s'est arrêté près de ses lèvres. Daniel m'a regardé, sans m'arrêter, simplement prêt. Le sourire de ma mère n'a pas bougé. Eh bien, a-t-elle dit, nous en parlerons plus tard. C'était là. Plus tard. L'endroit où ma famille reléguait chaque vérité qu'elle ne voulait pas formuler devant témoin. Noah a regardé ses chaussettes. Emma a pressé l'oreille de son lapin contre sa bouche. Je me suis agenouillé près d'eux, faisant semblant d'ajuster la manche d'Emma. Vous pouvez appeler les gens comme vous vous sentez à l'aise de le faire, ai-je dit doucement. Emma a chuchoté, est-ce que j'ai mal fait? Non, ai-je dit plus vite que je ne l'aurais voulu. Puis j'ai adouci ma voix. No, ma puce. Tu n'as rien fait de mal. Derrière moi, ma mère a ouvert un tiroir plus fort que nécessaire. Daniel s'est approché et a demandé aux enfants s'ils voulaient voir le lac depuis la fenêtre arrière. Noah a hoché la tête rapidement, reconnaissant d'avoir une tache. Emma l'a suivi, sa main dans celle de Daniel. Je suis resté là où j'étais une seconde après leur départ. Juste une seconde, assez longue pour respirer. Assez longue pour me rappeler que partir restait une option.
Assez longue pour me souvenir des mots de Daniel dans notre cuisine, nous partons à la seconde où les choses tournent mal. Mais le mal était déjà là, et il faisait ce qu'il faisait toujours. Il se diluait, me poussant à me demander si j'avais le droit de le nommer à ce stade. Mon père s'est approché. « Ta mère fait des efforts », a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. « Vraiment ?» Il a soupiré, non pas en colère, mais fatigué. Il était toujours fatigué quand quelqu'un d'autre était blessé. Cela le faisait paraître raisonnable. Ne commence pas la soirée sur la défensive. Ce n'est pas moi qui commence. Lily, il y avait encore mon nom. Un avertissement plié en 2 syllabes. Avant que je puisse répondre, ma mère a appelé depuis la salle à manger, « Lily, puisque tu es là, pourrais-tu m'aider avec les marque-places ?» Cela semblait normal. Serviable, même. Je suis entré dans la salle à manger, mon père derrière moi. Ma mère se tenait près de la table en cèdre, tenant une petite pile de cartes pliées, du papier crème aux bordures argentées, les noms écrits dans une calligraphie soignée. Elle avait toujours adoré les marque-places. Grand-mère mais ne les utilisait jamais, sauf s'il y avait des invités extérieurs à la famille. Elle disait que la famille devait savoir faire de la place sans qu'on la lui assigne. Ma mère m'a tendu 3 cartes, Lily, Daniel, Claire. Puis elle a placé Mason et Oliver du côté de la table près de la cheminée, là où les chaises étaient rembourrées et la lumière plus chaude. J'ai attendu. Elle a continué ses mouvements. Papa en bout de table, elle à l'autre bout, Claire à côté de ses garçons, Daniel à côté de moi. Noah et Emma n'étaient pas dans la pile. J'ai regardé les cartes restantes sur la table. Il n'y en avait pas. Ma mère a lissé le chemin de table des 2 mains. « Tu les as oubliés eux aussi ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, un battement de cils parfait. « Oh » a-t-elle dit. J'ai pensé que les enfants pourraient s'asseoir dans le coin repas pour le petit déjeuner jusqu'au dessert. C'est plus facile, moins encombré. Le coin repas était au coin de la cuisine, près de la porte arrière. Hors de vue de la majeure partie de la table. J'ai regardé la surface de cèdre, à l'endroit où se trouvaient autrefois les chaises supplémentaires de grand-mère mais, et ma poitrine s'est figée. Derrière moi, la voix de Noah est parvenue depuis le salon, « Maman, où est-ce qu'on s'assoit ?» Je me suis tourné vers lui, mais pendant une seconde, je n'ai pas pu répondre parce que j'avais enfin vu la table et qu'il n'y restait aucune place pour mes enfants. J'ai demandé où ils s'asseyent, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse car Noah était assez près pour entendre la forme de chaque mot, même s'il n'en comprenait pas encore tout le sens. Le sourire de ma mère est resté en place. Et j'ai répondu, a-t-elle dit. Le coin repas est parfaitement confortable. J'ai regardé vers le coin repas. Ce n'était pas inconfortable. C'était bien là une partie du problème. Il y avait une petite table ronde, 2 chaises, une fenêtre donnant sur le porche arrière et une petite lampe avec un abat-jour rouge. Dans n'importe quelle autre maison, un autre soir, cela aurait pu être charmant, mais cela ne faisait pas partie de la table. C'était au coin de la pièce, près de la porte arrière, assez près pour entendre la famille rire, mais pas assez pour en faire partie. Noah est entré dans la salle à manger avec Emma à ses côtés. Daniel venait derrière eux, une main posée doucement sur l'épaule de Noah. « Maman » a de nouveau demandé Noah. Je me suis tourné vers lui. « Toi et Emma, vous vous asseyez avec nous » ai-je dit. La tête de ma mère a bougé très légèrement. Pas un hochement de tête. Un avertissement. « Il n'y a vraiment pas de place » a-t-elle dit. J'ai regardé la table. Il y a 8 chaises. Oui, a-t-elle dit, et 8 couverts. Les yeux de Daniel ont parcouru la table une fois. Lentement, il a vu ce que j'avais vu. Le côté cheminée. Mason et Oliver placés là où la pièce était la plus chaude. Les adultes disposés comme si ma mère organisait une séance photo pour un magazine de décoration. Noah et Emma effacés poliment avant même que le dîner n'ait commencé. On peut ajouter 2 chaises, a dit Daniel. Sa voix était calme. Ma mère lui a adressé le genre de sourire qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme temporaires. Pas sans serrer tout le monde. Les enfants ne prennent pas beaucoup de place, a-t-il dit. Claire a émis un petit son, pas tout à fait un rire. Si, quand ils sont excités, a-t-elle dit. Les miens sont habitués au dîner formel. Ça demande de la pratique. Noah a baissé les yeux. C'était la 2e fois que ses épaules s'affaissaient.
Je l'ai remarqué parce que j'étais sa maman. Je l'ai remarqué parce que j'avais été cet enfant. Mon père s'est raclé la gorge derrière moi. Lily, c'est juste une question de placement. N'en fais pas un symbole. Cela m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il disait cela debout à côté de la table autour de laquelle ma grand-mère avait construit tout son langage d'amour. Ma mère a soulevé les marque-places restants et en a tapoté les bords contre sa paume. Nous pourrons revoir cela l'année prochaine. Ce soir, ne perturbons pas tout. L'année prochaine, comme s'il s'agissait d'un problème mineur d'emploi du temps, comme si l'on pouvait dire à mes enfants, gentiment et à plusieurs reprises, que l'appartenance serait disponible plus tard s'ils étaient assez patients. Emma a tiré sur ma manche. C'est pas grave, maman. Elle l'a dit avec cette petite voix rapide que les enfants utilisent lorsqu'ils pensent que leur confort cause des ennuis. Cela a scellé quelque chose en moi. Pas de manière bruyante. Pas de manière dramatique, juste assez. Je me suis agenouillé devant eux deux, lissant le devant du pull de Noah où un peu de neige avait fondu près de l'ourlet. Nous allons trouver une solution, ai-je dit. Vous n'avez pas à régler cela. Noah a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Daniel a croisé mon regard. Partir? La question était là. Il n'avait pas besoin de la formuler. Et pendant une seconde, j'ai failli hocher la tête. Mais mon père m'a touché le coude. Viens dans le bureau une minute, a-t-il dit, avant que le dîner ne devienne trop animé. Voilà. Les papiers s'étaient frayé un chemin dans la pièce. J'ai de nouveau regardé Daniel. Il a compris avant que je ne parle. Les enfants, a-t-il dit gentiment, venez me montrer le lac à nouveau. Je crois que j'ai raté la plus belle vue. Emma a tout de suite attrapé sa main. Noah a hésité, m'observant. J'arrive tout de suite, lui ai-je dit. Il a hoché la tête, mais il a regardé la table une fois de plus avant de suivre Daniel. Ce regard m'est resté en mémoire. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'analyse. Il essayait de comprendre quelles règles il avait enfreintes avant que quelqu'un ne le punisse à nouveau pour cela. Mon père m'a conduite dans le court couloir vers le bureau. Le couloir sentait légèrement l'encaustique de cèdre et le vieux papier. Le portrait de grand-mère May était appuyé contre la console au passage, à moitié couvert par les branches blanches que ma mère avait disposées dans un vase. J'ai ralenti. Mon père l'a remarqué. Ta mère voulait un style plus léger, a-t-il dit. J'ai cru comprendre qu'elle avait passé beaucoup de temps à préparer la maison. Je vois ça. Il a ouvert la porte du bureau. Le bureau avait toujours été la pièce de mon grand-père, techniquement, mais après sa mort, grand-mère May l'utilisait pour les factures, les lettres et pour emballer maladroitement les cadeaux. Il y avait toujours du ruban adhésif collé sur le bord du bureau toute l'année, parce qu'elle disait que le scotch devait se trouver là où les mains pouvaient le trouver. Maintenant, le bureau était propre, trop propre. Un dossier en cuir trônait au centre, aligné avec le sous-main. À côté se trouvait un stylo. Les lunettes de lecture de mon père. Un post-it jaune avec mon nom écrit dessus, Lily. Pas fille. Pas famille. Juste le nom attaché à une ligne de signature. Assieds-toi, a-t-il dit. Je ne me suis pas assise. Il l'a remarqué, mais a continué malgré tout. Cela ne prendra qu'une minute. Il a ouvert le dossier. Il y avait plusieurs documents à l'intérieur, proprement agrafés dans le coin. J'ai vu des termes avant de lire les phrases complètes, gestion de propriété, autorité fiduciaire, transfert temporaire, responsabilité d'entretien, fonds de préservation de la maison du lac. Mon père a fait glisser la première page vers moi. Ta mère et moi portons la majeure partie de la charge pour cet endroit, a-t-il dit. Assurance, événements, réparation, taxes. Tu sais à quel point ces vieilles propriétés sont compliquées. J'ai regardé la page. Le document n'était pas long, ce qui, d'une certaine manière, le rendait pire. Le jargon juridique peut cacher beaucoup de choses dans très peu d'espace. Cela indique, transfert temporaire d'autorité de gestion, ai-je dit. À des fins pratiques, à toi et maman pour la famille. J'ai continué à lire. Mon père a changé de posture. Il n'aimait pas le silence quand il attendait un accord. Cela ne change rien d'important. Cela change qui contrôle l'usage de la propriété, ai-je dit. Il a souri de manière crispée.
C'est moins sévère que cela n'en a l'air. Cela vous donne également l'autorité d'approuver ou de refuser l'accès de la famille pendant la période de transfert. Son visage a changé pendant une fraction de seconde. Puis il a retrouvé sa patience fatiguée. Lily, c'est exactement pour cela que nous ne voulions pas que des avocats te rendent paranoïaque. J'ai levé les yeux. Ce n'est pas mon avocat qui a écrit ça. Non, mais quelqu'un t'a visiblement mis des idées en tête. J'ai pensé à grand-mère mais, non pas comme à une idée, mais comme à une main posée sur le dossier d'une chaise. À une tasse de chocolat chaud posée sans un mot, à une femme qui savait exactement quel genre de personne était son fils et sa belle-fille, même si elle les aimait quand même. Mon père a approché le stylo. Nous ne demandons rien de déraisonnable. Ta mère veut un Noël paisible. Je veux une conversation sans que tu n'imagines le pire. J'ai jeté un coup d'œil à la page de signature. Mon nom était déjà d'un caractère d'imprimerie sous la ligne « Lily Parker ». En dessous figurait aussi le nom de Daniel. Je n'avais pas réalisé qu'il s'attendait à ce qu'il signe lui aussi. Cette petite découverte a rendu la pièce plus étroite. Daniel ne signera rien ce soir, ai-je dit. La mâchoire de mon père s'est contractée. Daniel suit ton avis. Non, ai-je dit. Daniel prend ses propres décisions. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, ça l'était. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Écoute, la maison a besoin d'une direction unifiée. Les arrangements de ta grand-mère étaient sentimentaux, mais ils n'étaient pas pratiques. Elle a laissé les choses en désordre. Elle a laissé les choses protégées. Il m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Pour la première fois de la soirée, quelque chose de méfiant est passé dans ses yeux. J'en avais trop dit. Pas assez pour qu'il sache ce que je savais. Assez pour qu'il se rappelle qu'il y avait peut-être des choses qu'il ignorait. Son ton s'est adouci immédiatement. Lily, personne ne te prend quoi que ce soit. Nous essayons de garder la maison dans la famille. J'ai regardé vers la porte du bureau. À travers elle, faiblement, j'entendais Emma rire de quelque chose que Daniel disait près des fenêtres arrière. Dans la famille. Cette expression continuait d'être utilisée comme une barrière. Alors cela peut attendre après Noël, ai-je dit. Mon père a expiré. Ne sois pas difficile. Je ne signe pas de documents juridiques au dîner de Noël. Ce n'est pas encore le dîner. Je l'ai regardé. Il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire une seconde trop tard. La pièce est devenue silencieuse. Depuis la cuisine, ma mère a appelé Claire au sujet de plats de service. Un minuteur a bipé. Quelque part dans le salon, ma sonne a crié et personne n'a corrigé ses pieds d'intérieur. J'ai sorti mon téléphone. Les yeux de mon père se sont posés dessus. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une photo de ce que tu veux que j'examine. Ce n'est pas nécessaire. Je ne vais pas l'examiner de mémoire. Lily, encore mon nom. Avertissement, pression, habitude. J'ai pris la photo quand même. Une page, puis la page de signature, puis la première page avec le titre. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a un peu surprise. Mon père a refermé le dossier avant que je ne puisse en photographier davantage. C'est assez pour ce soir. Oui. Il m'a fixé. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Il fut un temps où ce regard m'aurait poussé à m'excuser simplement pour rétablir la température de la pièce. J'aurais adouci le moment. J'aurais dit que j'étais fatigué, ou sensible, ou désolé de rendre les choses bizarres. Mais Noah venait de demander quelle était sa place. Emma venait de se demander si elle avait mal fait. Je manquais de place en moi-même pour mes vieilles habitudes. Lorsque nous sommes retournés dans le couloir, Daniel était près de la fenêtre avec les enfants. Il m'a regardé en premier, puis mon père, puis le dossier dans la main de mon père. Il n'a rien demandé. Il a simplement glissé sa main dans sa poche et a vérifié son téléphone. Un geste discret. Ma mère l'a vu depuis l'encadrement de la cuisine. Ses yeux sont passés du téléphone de Daniel à mon visage. Daniel a souri. Tout est réglé, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit, mais le dîner peut continuer. Son sourire s'est aminci. Claire est apparue à ses côtés, une cuillère de service à la main. C'est encore au sujet de la table? Personne n'avait prononcé le mot « table ».
C'est ainsi que j'ai su qu'ils en avaient discuté avant notre arrivée. La voix de ma mère est restée légère. Lily est sensible quant aux arrangements. Lily est juste ici, ai-je dit. Un autre silence, pas fort, pas théâtral, juste le genre de pause qui pousse chacun à décider de la part de vérité qu'il est prêt à assumer. Ma mère est entrée dans le couloir et a baissé la voix. Les enfants sont très bien dans le coin repas, a-t-elle dit. Ils découvrent tout cela. C'est moins de pression pour eux. Découvrent tout cela. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas encore une compréhension totale. Un schéma. Les chaussettes de Noël, les titres, le placement, les papiers, la façon dont ma mère n'avait pas demandé comment rendre les enfants à l'aise, mais seulement comment les garder gérables. Ce serait moins de pression, a-t-elle poursuivi, si tu arrêtais de tout rendre officiel. Je l'ai regardée. Elle a soutenu mon regard. La famille n'a pas besoin de tous ces documents et de toutes ces autorisations, a-t-elle dit. Si tu nous faisais confiance, tout le monde se détendrait. Les enfants le ressentiraient. C'était là. Pas dit clairement, pas assez pour une accusation formelle, mais suffisant. L'appartenance de mes enfants était liée à ma coopération. Si je signais, peut-être qu'ils seraient traités plus chaleureusement. Si je faisais confiance à la famille, peut-être qu'ils deviendraient de la famille. Si j'arrêtais de protéger la maison juridiquement, peut-être que mes enfants pourraient avoir 2 chaussettes brodées et une place près du feu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé au-delà d'elle dans la salle à manger, vers la table en cèdre, le chemin de table crème, l'espace vide où les 2 chaises supplémentaires auraient dû se trouver. Pendant des années, j'avais pensé que ma mère n'aimait tout simplement pas ce qui faisait de la place pour des personnes qu'elle n'avait pas choisies. Cette nuit-là, j'ai commencé à comprendre qu'elle n'aimait pas cela parce que la place représentait le pouvoir, et elle voulait que tout le pouvoir soit assigné par elle. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche. Je l'ai glissé dehors juste assez pour y jeter un coup d'œil. Un aperçu de message de Daniel, dis-moi. En dessous, encore ouvert depuis plus tôt, se trouvait le fil de contact que je n'avais pas regardé depuis des mois, cabinet d'avocat Harper et Veil. J'ai verrouillé l'écran avant que ma mère ne puisse le voir. Puis je l'ai regardé de nouveau et j'ai dit calmement, les enfants s'assiéront là où je peux les voir. Le visage de ma mère n'a pas beaucoup changé, mais sa main s'est contractée sur la cuillère de service. Et pour la première fois de la soirée, j'ai compris une chose clairement. Les chaises manquantes n'étaient pas un oubli. C'étaient des pièces à conviction. Ma mère n'a pas discuté après que j'ai dit que les enfants s'assieraient là où je pourrais les voir. Cela aurait rendu les choses trop honnêtes. Elle s'est simplement retournée vers la cuisine en disant, « Très bien, nous ferons avec. » Faire avec. Comme si Noah et Emma étaient des chaises de rechange sorties du garage, comme si le fait de demander qu'ils soient visibles pour le dîner de Noël constituait un fardeau que tous les autres devaient désormais porter poliment. Daniel m'a regardé depuis la fenêtre. Je lui ai adressé un petit hochement de tête. Ni oui, ni non, juste, je suis toujours là. Il a compris. Il comprenait toujours. La maison s'est mise à s'activer plus vite après cela. Ma mère a ouvert le four. Claire a transporté des plats de service vers le buffet. Mon père est retourné dans le salon et s'est versé un autre verre, bien qu'il ait à peine touché au premier. Les garçons continuaient de tourner autour du sapin, et personne ne leur disait plus de ralentir. Noah et Emma se tenaient près de Daniel, ne sachant pas où ils avaient le droit d'être. C'était nouveau pour eux. À la maison, ils se déplaçaient librement. Ils construisaient des cabanes dans le couloir. Ils laissaient des crayons sur l'îlot de la cuisine. Ils demandaient des collations avec l'assurance d'enfants qui croyaient que la réponse serait oui. Dans cette maison, ils commençaient à se replier sur eux-mêmes. Ma mère les a remarqués, hésitant près de l'entrée de la salle à manger. « Oh » a-t-elle dit joyeusement. « Claire, pourquoi ne pas faire décorer les biscuits de Noël aux garçons avant le dîner ? Cela les occupera. » Mason et Oliver ont poussé des cris de joie et ont couru vers l'îlot de la cuisine où des plateaux de biscuits attendaient à côté de bols de glaçage et de vermicelle colorée. Le visage d'Emma s'est éclairé malgré elle. Elle adorait décorer les biscuits. Elle faisait toujours en sorte que chaque bonhomme en pain d'épices ait l'air légèrement inquiet, puis elle leur dessinait d'immenses sourires pour arranger ça. Elle a fait un pas en avant. Ma mère l'a vu. « Commençons par Mason et Oliver » a-t-elle dit.
Il n'y a pas beaucoup de glaçage et certains enfants ont besoin de plus de surveillance avec les colorants alimentaires. Emma s'est arrêtée. Noah m'a regardé. Pas pour demander cette fois. Pour vérifier. Je me suis approché de l'îlot et j'ai pris un petit couteau à beurre. Emma peut utiliser le glaçage blanc, ai-je dit. Noah peut t'aider avec les vermicelles. La main de ma mère s'est arrêtée sur le bord du comptoir. Lily, ce ne sont que des biscuits. Justement, ai-je dit doucement. Claire a ri sous cape. Elle est très déterminée ce soir. J'ai tendu le couteau à Emma et j'ai approché le bol de glaçage blanc d'elle. Emma a d'abord regardé ma mère. Cela a fait plus de mal que cela n'aurait dû. Tu as le droit, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a commencé à étaler le glaçage sur une étoile avec la concentration méticuleuse d'un enfant essayant de gagner la paix. Daniel se tenait en retrait de l'îlot et a sorti son téléphone comme s'il vérifiait un message. Il l'a orienté vers le bas, non pas vers les visages, mais vers la scène. Les marque-places manquant sur la table de la salle à manger derrière nous. Le coin repas dressé avec 2 serviettes en papier. Les enfants se tenant à l'écart des garçons de Claire jusqu'à ce que je les rapproche. Un petit enregistrement, pas dramatique, pas assez pour que quiconque l'accuse de faire une scène. Les yeux de ma mère ont glissé vers lui une fois, puis se sont détournés. Elle savait peut-être pas précisément ce qu'il faisait, mais elle savait que la pièce n'était plus entièrement sous son contrôle. Cela la rendait plus acerbe. Noah, a-t-elle dit soudainement, fais attention avec les vermicelles. On ne vide pas les choses comme ça ici. Noah n'avait rien renversé. Il avait seulement incliné légèrement le flacon. Pardon, a-t-il dit. Ma mère a souri. Pas besoin de t'excuser si tu fais attention dès la première fois. J'ai posé ma main doucement sur le dos de Noah. Il s'en sort très bien. Le minuteur du four a de nouveau bipé. Claire s'est glissée entre nous avec un plateau et a dit, ce sont juste des règles différentes dans des maisons différentes. Ils apprendront. Ils. Pas, les enfants, pas, Noah et Emma. Ils. J'ai senti la phrase s'installer dans la pièce. Mon père est venu se placer à mes côtés près du garde-manger pendant que les autres s'affairaient avec les plats. Sa voix est restée basse. Tu rends cela plus difficile que nécessaire. J'ai regardé Emma déposer 3 vermicelles argentées sur une étoile. Je laisse mes enfants décorer des biscuits. Tu sais ce que je veux dire. Oui, ai-je dit. Je sais. Il a soupiré. Ce soupir fatigué à nouveau. Ta mère est traditionnelle, Lily. Elle aime l'ordre. Cela ne la rend pas cruelle. Je l'ai regardé alors. Il arborait la même expression que lorsqu'avais 15 ans et que ma mère m'avait dit que ma robe me donnait l'air désespéré. Quand j'avais 22 ans et qu'ils avaient manqué mon dîner de remise des diplômes parce que Claire avait une urgence professionnelle. Quand Daniel et moi avions ramené Noah à la maison et que ma mère avait dit, au moins, tu as enfin un enfant sur qui te concentrer. Raisonnable. Triste. Non responsable. Elle a retiré le portrait de grand-mère May, ai-je dit. Elle a redécoré. Elle a retiré les chaises. Nous avions besoin d'espace. Elle a exclu mes enfants de la table. Ses yeux se sont un peu durcis. Ils ont de la chance d'être accueillis ici tout court. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Pendant une seconde, les bruits de la cuisine sont devenus flous. Le ventilateur du four, le tintement de Claire posant un bol en céramique, le grincement de la chaise de maçonne sur le sol. De la chance. Accueilli tout court. J'ai senti un froid me traverser, mais j'ai gardé le visage impassible parce que si je réagissais, il parlerait du ton. Il parlerait du moment choisi. Il parlerait de ma sensibilité jusqu'à ce que les mots eux-mêmes disparaissent sous ma propre réaction. Je ne lui ai donc pas donné de réaction. Je lui ai donné du silence. Il a semblé mal à l'aise. De l'autre côté de la cuisine, les yeux de Daniel ont croisé les miens. Il n'avait pas entendu chaque mot. Il en avait entendu assez. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier où j'avais enregistré les photos. Les documents étaient là, flous sur les bords, mais lisibles. J'ai ajouté à nouveau l'email de mon père, puis j'ai tapé une note en dessous, veille de Noël, enfants exclus de la table principale. Pas de marque-place, coin repas séparé près de la porte arrière, document présenté avant le dîner.
Je n'ai pas écrit de mots de colère. Les mots de colère pouvaient être rejetés. Les détails étaient plus tenaces. Mon père a regardé mes pouces bouger. Tu es sérieusement en train de documenter Noël? J'ai verrouillé le téléphone. Non, ai-je dit. Je m'en souviens avec précision. Il a laissé échapper un petit rire sans joie. C'est exactement le genre de bêtises formelles dont parle ta mère. Avant que je ne puisse répondre, Noah s'est présenté à mes côtés. Sa voix était minuscule. Maman, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Il y a des questions qui fendent une pièce même quand personne d'autre n'admet les avoir entendues. Je me suis agenouillé immédiatement. Non, ai-je dit, vous n'avez rien fait de mal. Parce que grand-mère elle, il s'est arrêté. Ses yeux ont glissé vers ma mère. Parce que tante Hélène n'arrête pas de dire des choses. J'ai senti Daniel se rapprocher derrière lui. Emma se tenait près de l'îlot, le couteau à biscuit toujours à la main, écoutant sans se retourner. J'ai gardé ma voix stable. Certains adultes ont du mal à faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, ai-je dit doucement. Ce n'est pas de votre faute. Noaï a réfléchi. Est-ce qu'on devrait faire moins de bruit? Non. Est-ce qu'on doit s'asseoir dans le coin repas? J'ai regardé par-dessus son épaule. Le coin repas attendait près de la porte dérobée. 2 serviettes, 2 petites assiettes, pas de bougies, pas de nom. Puis j'ai regardé la table en cèdre. Ma mère y avait ajouté 2 chaises, techniquement. Une à l'angle opposé, près du couloir, et une autre presque derrière la place de Daniel, où il faudrait se tordre pour voir quoi que ce soit. Pas les vieilles chaises supplémentaires. Pas les chaises de grand-mère mais. C'étaient des chaises pliantes venues d'ailleurs. En métal sombre avec de fins coussins. Une solution conçue pour prouver que le problème venait de moi. Vous vous assiérez là où je peux vous voir, ai-je répété. Noah a hoché la tête. Il n'avait pas l'air soulagé. On aurait dit qu'il mémorisait une règle. Daniel s'est accroupi près de nous et a dit, je vais garder mon manteau près de la porte, d'accord? Au cas où vous voudriez sortir avec moi plus tard pour voir les lumières. Cela semblait anodin. C'était le cas. Son manteau contenait les clés de la voiture dans la poche, ses gants, son téléphone, son chargeur. Tout ce qu'il fallait pour partir rapidement si partir devenait la bonne chose à faire. J'ai touché le côté de ma propre poche et senti le bord dur de la clé de rechange. Elle était toujours là, la vieille clé en laiton que grand-mère m'avait donnée pour mes 16 ans. Ma mère détestait cette clé. Elle avait dit un jour qu'elle rendait les gens négligents envers les limites. Grand-mère avait dit, une porte n'est utile que si les bonnes personnes peuvent l'ouvrir. Je ne me suis pas attardé sur ce souvenir. Le dîner était trop proche. La table se remplissait à présent, plat de service, saucière, sauce aux canneberges, haricots verts aux amandes, petit pain couvert d'un linge en lin. Ma mère disposait tout avec une précision minutieuse, laissant les 2 chaises pliantes juste assez éloignées du centre pour que leur message soit clair. Daniel s'est approché de moi et m'a montré son téléphone une demi-seconde. Personne d'autre ne pouvait voir. Il avait enregistré un contact, cabinet d'avocat Harper & Veil. Dans son application de notes, il y avait de courtes lignes, pas de marque-place pour les enfants. Coin repas près de la porte arrière. Enfant repris, exclu des biscuits, document de transfert présenté, chaise manquante. J'ai levé les yeux vers lui. Son visage était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. Nous pouvons encore partir, a-t-il dit doucement. Je sais. Je suis sérieux. Je sais. Ma mère a appelé depuis la salle à manger. Trop enjoué, tout le monde à table. Le mot a traversé la maison comme un signal. Claire a rassemblé ses garçons. Mon père a posé son verre. Masson et Oliver ont couru vers les chaises chaudes près de la cheminée jusqu'à ce que Claire leur dise de marcher, en riant comme si c'était charmant. Noah a pris la main d'Emma. Aucun d'eux n'a bougé avant moi. C'est là que j'ai compris l'étendue des dégâts déjà causés. Pas des dégâts permanents, pas le genre de blessure que l'amour ne pouvait réparer, mais assez pour que mes enfants attendent l'autorisation de s'approcher d'une table dont j'avais promis qu'elle aurait toujours de la place pour eux. J'ai pris une inspiration. Puis j'ai marché vers la table en cèdre, Daniel à mes côtés et mes enfants assez près pour que je les touche. Le temps que nous atteignions nos places, Daniel avait déjà le numéro de l'avocate affiché sur son téléphone.
Mes parents ne savaient tout simplement pas qu'ils étaient à une décision de s'en rendre compte. Les chaises pliantes ont émis un léger grincement lorsque Noah et Emma se sont assis. C'était un bruit discret. Pourtant, il a fendu la pièce. Noah s'est assis avec précaution, comme si la chaise risquait d'être retirée s'il bougeait trop vite. Emma s'est assise à côté de lui, son lapin coincé entre ses genoux car il n'y avait pas de place pour lui sur la table. Son assiette était légèrement inclinée parce que la chaise était trop en arrière et que le coin de la table appuyait inconfortablement contre son bras. Daniel l'a remarqué avant moi. Il s'est penché et a rapproché sa chaise d'un demi-pouce. Ma mère l'a regardé faire. Puis elle a pris la fourchette de service. « Tout le monde est bien installé ?» a-t-elle demandé. Personne n'a répondu tout de suite. Les garçons de Claire se penchaient déjà vers les petits pains. Mason avait les coudes sur la table. Oliver tapotait sa cuillère contre son verre d'eau, produisant un tintement ténu qui comblait le silence. Ma mère leur a souri. « Des garçons affamés ?» a-t-elle dit chaleureusement. Noah a croisé les mains sur ses genoux. Emma l'a imité. Je voulais leur dire qu'ils n'avaient pas à faire preuve de perfection pour mériter leur dîner. Je voulais le dire là, devant tout le monde, avec les bougies allumées et la table de ma grand-mère sous nos mains. Au lieu de cela, j'ai glissé ma main sous la table et j'ai touché le genou de Noah une fois. Il m'a regardé. J'ai articulé en silence, « Tout va bien ». Il a hoché la tête. Daniel était assis à côté de moi, son téléphone posé face contre table près de son assiette. Cela semblait anodin. C'était le cas. Sa main restait tout près, immobile mais prête. Ma mère a commencé le service. Elle a commencé par mon père, comme toujours. Puis Claire, puis Mason et Oliver. Elle leur a donné de grandes tranches de rôti, un supplément de pommes de terre, des petits pains, et a ri doucement quand Oliver a dit qu'il voulait le morceau croustillant. Bien sûr que oui, a-t-elle dit chaleureusement. Cette chaleur n'a pas traversé la table. Elle s'est arrêtée là. Elle s'est servie ensuite, puis Daniel, puis moi. Puis elle a posé les couverts de service. L'assiette de Noah était vide. L'assiette d'Emma était vide. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle faisait simplement une pause. Peut-être qu'elle cherchait une autre cuillère. Peut-être qu'elle allait se tourner vers eux et dire quelque chose d'ordinaire. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a ajusté sa serviette sur ses genoux. Noah a regardé son assiette. Emma a regardé la mienne. La pièce continuait de s'animer par petits gestes. Claire a versé de la sauce. Mon père a beurré un pain. Mason a chuchoté quelque chose à l'oreille d'Oliver, qui a gloussé. J'ai regardé ma mère. Est-ce que les assiettes de Noah et d'Emma arrivent? Ma voix était calme. Cela comptait pour elle. Je pouvais le voir. Elle me préférait émotive. Elle savait quoi faire des émotions. Elle a levé son verre d'eau. Dans une minute. La main de Daniel s'est fermée près de son assiette. Noah est resté très immobile. Emma a chuchoté, « C'est pas grave. » Ce n'était pas vrai. C'est le dîner, ai-je dit. Ils peuvent être servis en même temps que tout le monde. Mon père a baissé son couteau. Lily, a-t-il dit doucement. Ne fais pas de scène. Encore cela. La scène n'était jamais la cruauté. La scène était le fait de la dénoncer. Claire a tamponné le coin de sa bouche avec sa serviette. Parfois, les enfants doivent apprendre la patience. Les miens ont dû le faire. Mason avait de la sauce sur le menton. Oliver avait déjà mordu dans son pain avant la prière que ma mère avait exigée plus tôt. Personne ne leur parlait de patience. Ma mère a regardé Noah et Emma comme s'ils n'étaient pas des enfants, mais un examen auquel j'avais échoué à les préparer. La gratitude est importante, a-t-elle dit. Les enfants qui arrivent plus tard dans une famille ne comprennent pas toujours comment fonctionnent les traditions. L'atmosphère a changé. Pas bruyamment, mais elle a changé. Daniel a levé les yeux. Ma fourchette était encore dans ma main. Je l'ai posée délicatement parce que je ne faisais pas confiance à ce que ma main voulait en faire. Le visage de Noah est devenu inexpressif, d'une manière que je ne connaissais que trop bien. Les enfants apprennent à se protéger en disparaissant tout en restant assis juste devant vous. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes, mais elle a cligné fort des paupières pour les retenir.
Je me suis tourné vers ma mère. Ce ne sont pas des invités, ai-je dit. Ma mère a souri. Je n'ai pas dit qu'ils l'étaient. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mon père s'est adossé à sa chaise. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu cherches l'affront dans tout. Daniel est intervenu alors. Non, a-t-il dit, elle réagit à ce qui vient d'être dit. Les yeux de ma mère se sont tournés vers lui. Pour la première fois de la soirée, son vernis s'est fissuré juste assez pour laisser paraître son irritation. Daniel, c'est la famille. Ils sont ma famille. Sa voix n'a pas monté d'un ton. Cela la rendait plus lourde. Claire a soupiré comme si toute cette histoire était un désagrément. Est-ce qu'on peut juste manger? La nourriture refroidit. J'ai regardé les assiettes vides de Noah et d'Emma. Oui, ai-je dit. Ils peuvent manger. Ma mère s'est levée. Son mouvement était fluide, presque élégant. Très bien, a-t-elle dit. Si tout le monde est déterminé à transformer un simple dîner en tribunal, ils peuvent aider à rentrer la boîte de biscuits du porche. Elle refroidissait dehors. J'ai froncé les sourcils. Quelle boîte de biscuits? La bleue, a-t-elle dit. Près de la porte arrière. Cela prendra 10 secondes. La chaise de Daniel a bougé. Je vais la chercher. Non, a dit ma mère trop vite. Puis elle s'est reprise. Je veux de dire, les enfants sont déjà debout. Ce n'était pas le cas. Mais Noah a commencé à se lever parce qu'il pensait que l'obéissance arrangerait la pièce. C'est ce qui m'a finalement fait réagir. Noah, assieds-toi. Il s'est figé à moitié levé. La voix de ma mère s'est adoucie, ce qui, d'une certaine manière, la rendait encore pire. Lily, ne le mets pas mal à l'aise. Il essaie d'être serviable. Emma a repoussé sa chaise elle aussi. Je peux y aller avec lui, a-t-elle chuchoté. Daniel était déjà debout, mais l'espace entre les chaises était étroit. Les garçons de Claire gênaient le passage. Mon père a marmonné, pour l'amour du ciel. Et dans cette fraction de seconde où les corps bougeaient, Noah et Emma se sont glissés vers la porte arrière parce qu'ils étaient des enfants et qu'un adulte leur avait donné une consigne. J'ai fait un pas après eux. Attendez. Ma mère a bougé plus vite. Elle a ouvert la porte arrière juste assez pour les laisser passer sur le porche fermé où la neige s'était accumulée le long des planches du sol. La boîte de biscuits bleus était posée sur le banc à l'extérieur. Je l'ai vue à ce moment-là, posée là, qui attendait. Noah l'a ramassée. Emma s'est retournée vers moi et ma mère a fermé la porte. Puis j'ai entendu le verrou. Le clic a été petit. Net. Final. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Ma main cherchait déjà la poignée. Elle n'a pas tourné. Dehors, Noah a regardé à travers la vitre, confus au début. Puis il a calé la boîte sous son bras et a essayé d'ouvrir la poignée de son côté. Emma se tenait près de lui dans son pull fin, son lapin toujours sous le bras. La neige passait en petites traînées blanches derrière eux sur le porche. Maman, a dit Noah à travers la vitre. Ma mère se tenait à mes côtés. Calme, presque ennuyée. Les enfants mangeront après tout le monde, a-t-elle dit. Cette phrase a fait à la pièce ce qu'aucun éclat de voix n'aurait pu faire. Elle a fait comprendre la situation à tout le monde. Même à ceux qui faisaient semblant de ne pas voir. Mon père s'est arrêté, la main sur sa serviette. La bouche de Claire s'est entr'ouverte, puis refermée. Mason et Oliver se sont tus parce que les enfants savent quand les adultes ont franchi la limite. Même s'ils ne comprennent pas comment. Daniel n'a pas crié. C'était sa particularité. Sa colère ne le rendait pas bruyant. Elle le rendait immobile. Il s'est approché de la fenêtre. Les épaules de Noah étaient maintenant voûtées. Emma s'était pressée contre son flanc. La lumière du porche rendait leur visage pâle sur le fond sombre de la neige bleue derrière eux. Daniel les a regardés une seconde entière. Puis il a sorti son téléphone. Ma mère a ri une fois. Oh, ne sois pas dramatique. Il ne l'a pas regardé. Il a appuyé sur le contact qu'il attendait déjà à l'écran et a porté le téléphone à son oreille. Le feu a crépité dans la cheminée. Dehors, le vent soufflait fort contre la rambarde du porche. Puis Daniel a dit calmement, elle l'a fait. Elle a déclenché les griffes.
Le visage de ma mère a changé avant que le reste de la pièce ne comprenne pourquoi. Mon père s'est tourné vers moi. Lily, a-t-il dit, et cette fois mon nom sonnait différemment. Moins comme une mise en garde, plus comme de la peur. J'avais déjà la main dans ma poche. Mes doigts se sont refermés sur la clé en laiton de grand-mère May. Sur le téléphone de Daniel, la voix d'une femme a parlé, faible mais assez claire dans le silence. Les enfants sont-ils actuellement dehors? Daniel a regardé à travers la vitre. Oui. Ma mère a fait un pas en avant. C'est absurde. Ils sont sur le porche. La voix au téléphone s'est durcie. Enfermés dehors? Daniel a répondu, oui. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a reculé lourdement. Non, a-t-il dit. Non, non, c'est un malentendu. J'ai glissé la clé dans la serrure. Ma mère a saisi le bord du cadre de la porte, sans m'arrêter tout à fait, mais assez près pour que Daniel tourne la tête. J'ai regardé sa main. Elle l'a retirée. Le verrou a tourné. J'ai ouvert la porte et l'air glacial s'est engouffré si fort que les bougies sur la table ont vacillé. Noah est entré le premier, tenant toujours la boîte parce que personne ne lui avait dit qu'il pouvait la poser. Les lèvres d'Emma tremblaient. J'ai pris la boîte des mains de Noah et l'ai posée par terre sans la regarder. Puis je les ai serrés tous les deux contre moi. Tout va bien, ai-je dit. Vous êtes à l'intérieur. Vous êtes avec moi. Emma s'est mise à pleurer à ce moment-là, doucement, comme si elle s'efforçait de le faire sans déranger. Daniel a pris la couverture posée sur le dossier du petit canapé et les a enveloppés tous les deux. Ses gestes étaient précautionneux, mais son visage était blême de colère. La femme au téléphone a poursuivi, « Monsieur Parker, j'ai besoin d'une confirmation. Cela s'est-il produit lors d'une réunion de famille organisée à la Maison du Lac? » Oui, a dit Daniel, et les enfants ont été exclus de la table principale avant d'être enfermés dehors. Ma mère a chuchoté, « Qui est-ce » Daniel l'a finalement regardé. Le conseiller fiduciaire. Le visage de mon père s'est décomposé. L'avocate a continué de parler, sous les termes de la fiducie de la Maison du Lac de Marian Whitacre, l'exclusion documentée, la maltraitance ou la mise en danger d'un enfant sur la propriété lors d'un séjour familial organisé déclenche une suspension immédiate en attendant un examen formel. La fourchette de Claire a glissé de sa main et a heurté l'assiette. Ma mère m'a fixé. Tu savais. J'ai serré Emma plus fort. Je savais ce que grand-mère me protégeait. L'avocate a dit autre chose concernant l'accès, les privilèges fiduciaires et les procédures d'examen, mais je n'écoutais qu'à moitié. Les mains de Noah étaient froides. Les cheveux d'Emma sentaient la neige. Daniel se tenait entre nous et la table comme un rempart de chair et d'os. Mon père a regardé le dossier sur le buffet, le dossier désormais inutile, les signatures qu'il voulait obtenir avant le dîner. Ma mère a regardé la table, la nourriture, les deux chaises pliantes, les enfants enveloppés dans une couverture au lieu d'être assis là où ils auraient dû se trouver depuis le début. Personne n'a mangé. Personne n'a même fait semblant. Puis l'avocate a posé une dernière question, calme et précise, qui a retiré les deux chaises supplémentaires? Et c'est à ce moment-là que ma mère a définitivement perdu l'appétit. La question est restée suspendue dans la pièce plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Qui a retiré les deux chaises supplémentaires? Personne n'a répondu. Ma mère a regardé la table comme si les chaises allaient réapparaître si elle les fixait assez intensément. Mon père a regardé le dossier sur le buffet, puis le téléphone dans la main de Daniel, puis moi. Claire a baissé les yeux vers son assiette. Cela m'en disait assez. La voix de l'avocate s'est fait entendre à nouveau, posée et professionnelle, « Monsieur Parker, je vais vous conseiller de suspendre immédiatement tout accès organisé, en attendant un examen formel. Aucun document lié au transfert de gestion, à l'utilisation de la propriété, au refinancement ou à l'autorité événementielle ne doit être signé ou exécuté ce soir. » Mon père a entrouvert la bouche. « Non, a-t-il dit. Ce n'est pas possible. C'est un désaccord familial. » L'avocate a marqué une pause. Les enfants ont été enfermés dehors par un temps hivernal. Mon père a déglouti. Pendant un instant, j'ai regardé Noah. Il était assis sur le bord du canapé maintenant, enveloppé dans la couverture que Daniel lui avait mise. Ses mains étaient rentrées sous ses bras. Emma s'appuyait contre moi, sa joue humide, son lapin coincé entre nous. Un instant a suffi, ai-je dit. Ma voix ne paraissait pas en colère.
Cela m'a presque surprise. Elle sonnait fatiguée. Ma mère s'est tournée vers moi lentement. Tu as planifié cela? Non. Tu es venu ici en attendant que je fasse une erreur. J'ai regardé la porte arrière. Le verrou était toujours ouvert à présent. L'air froid avait laissé une trace humide sur le seuil où la neige s'était infiltrée. Tu les as enfermés dehors. Son visage s'est crispé. Ils étaient sur le porche. Ils étaient dehors. Ils avaient des manteaux. Non, ils ne les avaient pas, ses yeux ont glissé vers le pull fin d'Emma, puis se sont détournés. Ce petit mouvement a fait plus de mal qu'un autre déni l'aurait fait. Elle l'avait vu. Elle savait. Mais savoir n'avait jamais été la même chose que s'en soucier. Daniel a parlé calmement dans le téléphone. Oui, je peux envoyer les photos et les notes ce soir. Mon père s'est retourné brusquement. Des photos? Daniel ne lui a pas répondu. Ma mère m'a regardé avec quelque chose de proche de la haine, mais pas tout à fait. La haine aurait été plus pure. C'était de la panique déguisée en trahison. Tu m'as humilié la veille de Noël, a-t-elle dit. J'ai serré Emma un peu plus fort. Mes enfants étaient dehors dans la neige. Cela suffit. L'avocate a continué d'expliquer, accès suspendu. Examen ouvert. Autorisation pour les événements à venir suspendus. Toute utilisation caritative planifiée de la maison du lac est temporairement gelée jusqu'à ce que les fiduciaires terminent l'examen de la conduite et du bien-être des enfants. Le visage de ma mère s'est décomposé à cette annonce, les événements caritatifs. C'était le moment où les conséquences pratiques devenaient réelles pour elle. Chaque mois de décembre, elle organisait un déjeuner de fête à la maison du lac pour les donateurs, les voisins, les membres du conseil de l'église, des personnes dont le nom importait à ses yeux. Elle aimait se tenir près de la cheminée, un verre de cidre à la main, racontant à quel point cette maison avait toujours représenté la générosité familiale. Désormais, cette histoire avait une fissure. Mon père a passé une main sur son visage. C'est ridicule, a-t-il dit. Marion aurait honte. Pour la première fois de la soirée, j'ai failli perdre mon calme. Non pas parce qu'il l'évoquait, mais parce qu'il se servait d'elle. J'ai regardé la table en cèdre. Le chemin de table crème était toujours là, couvrant la brûlure qu'elle avait tant aimée. Les deux chaises pliantes se tenaient selon des angles incongrus. Les assiettes vides de Noah et d'Emma gisaient intactes au bord de l'installation. Puis j'ai regardé de nouveau mon père. Grand-mère May a construit cette table pour les enfants qui se sentaient rejetés, ai-je dit. Elle n'a pas laissé cette maison pour que des adultes décident quels enfants méritent d'avoir chaud. Personne ne parla. Même ma mère n'eut pas de réponse immédiate à cela. Les garçons de Claire fixaient leurs assiettes. Claire a posé une main sur l'épaule de Mason, mais son propre visage était blême. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a compris que l'histoire familiale dont elle avait bénéficié n'était pas toute l'histoire. Peut-être avait-elle cru que mes parents contrôlaient la maison. Peut-être avait-elle cru que j'étais difficile, sentimental, dramatique. Peut-être avait-elle eu besoin de le croire. Claire m'a regardé une fois. Pendant une seconde, elle a semblé sur le point de dire quelque chose. Puis elle ne l'a pas fait. C'était tout à fait clair. Assez près pour voir. Trop loin pour s'engager. Daniel a mis fin à l'appel après avoir confirmé les étapes suivantes. Il n'a rien annoncé. Il a simplement mis le téléphone dans sa poche et s'est tenu près des enfants. Ma mère a essayé une dernière fois. Tu ne peux pas nous chasser de notre propre maison de famille. Je l'ai regardée. Elle n'est pas à vous pour en faire cet usage. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Mon père a fait un pas en avant. Lily, réfléchis bien. Choisis-tu vraiment de la paperasse plutôt que la famille? Le mot « famille » avait été utilisé tant de fois cette nuit-là qu'il en avait presque perdu sa forme. Mais pas complètement. Non, ai-je dit. Je choisis les enfants plutôt que le spectacle. La pièce est devenue extrêmement silencieuse. Puis j'ai dit ce qui devait être dit. Toi et maman devez partir ce soir. L'examen aura lieu. Les documents sont faits. On ne demandera pas aux enfants d'embrasser qui que ce soit, de rassurer qui que ce soit ou de faire en sorte que quiconque se sente mieux après ce qui vient de se passer. S'il y a un contact un jour après cela, cela commencera par des comptes à rendre, pas des explications, pas des excuses. Ma mère a ri une fois, d'un rire grêle.
Des comptes à rendre. Oui. Pourquoi? Pour avoir exigé de bonnes manières? Pour avoir verrouillé une porte? Elle a détourné le regard en premier. C'est ce qui s'est rapproché le plus d'un aveu cette nuit-là. Claire a rassemblé ses garçons lentement. Elle n'a pas croisé mon regard en trouvant leur manteau. Mason a chuchoté quelque chose à Noah, quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et Noah a fait un infime hochement de tête. Oliver semblait confus et effrayé. Je ne leur en voulais pas. Les enfants héritent des pièces avant de les comprendre. Mon père a rangé le dossier dans sa mallette avec des mouvements raides et appliqués. Il n'a pas regardé les pages de signature. Ma mère se tenait près de l'entrée de la salle à manger, gardant sa posture d'hôtesse, attendant que ses invités se rappellent leur manière. Mais personne ne mangeait. Le rôti s'était figé sur les bords. La sauce s'était couverte d'une pellicule. La sauce au canneberge reposait, éclatante et intacte, dans son petit bol de cristal. Cette table n'avait jamais semblé aussi pleine ni aussi vide. Quand mes parents sont enfin partis, cela n'a rien eu de dramatique. Ma mère a enfilé son manteau en silence. Mon père lui a tenu la porte sans me regarder. Claire est partie derrière eux, tenant l'écharpe de l'un de ses garçons à la main. Le froid est entré, puis est ressorti. Et la maison est devenue silencieuse. Pas encore paisible. Juste silencieuse. Daniel a verrouillé la porte puis m'a regardé. J'ai secoué la tête. Laisse-la non verrouillée, ai-je dit. Il a compris. Il a déverrouillé la porte. Noah et Emma étaient toujours sur le canapé, serrés l'un contre l'autre sous la couverture. Emma avait cessé de pleurer, mais ses yeux étaient gonflés. Noah continuait de se frotter les doigts comme s'il essayait de les réchauffer de l'intérieur. « Est-ce que je peux la poser maintenant ?» a-t-il demandé. J'ai regardé la boîte de biscuits bleus. Il la tenait toujours. Quelque chose en moi s'est brisé doucement. « Oui, mon cœur, ai-je dit. Tu peux la poser. » Il l'a posée sur la table basse comme si elle était fragile. Daniel a disparu dans le couloir sans un mot. J'ai entendu une porte de placard s'ouvrir, puis une autre, un frottement, un bruit sourd. Quand il est revenu, il portait l'une des vieilles chaises de grand-mère May. Les vraies. En cèdre sombre, avec des accoudoirs usés, une petite entaille sur le pied arrière gauche là où j'avais un jour fait tomber un cheval de jouet en métal et pleuré jusqu'à ce que grand-mère May me dise que les meubles pardonnaient aux enfants plus vite que les adultes. Daniel l'a installée près de la table. Puis il est retourné chercher la seconde. Ma mère les avait mises dans la pièce de stockage derrière des cartons de guirlandes artificielles et de nappes pliées. Je suis resté là à les regarder un instant. Puis j'ai débarrassé les chaises pliantes. Je ne les ai pas jetées. Je ne les ai pas claquées. Je les ai simplement pliées et appuyées contre le mur. Daniel m'a aidé à ramener les vraies chaises à leur place, une de chaque côté, là où elles avaient toujours été. Après cela, je suis allé dans le couloir et j'ai ramassé le portrait de grand-mère May. Le vase de branches blanches m'a égratigné le poignet quand je l'ai déplacé. Je l'ai à peine senti. Le cadre était poussiéreux dans le bas. Je l'ai essuyé avec ma manche. Puis je l'ai suspendu de nouveau au-dessus du buffet. La pièce a changé, pas par magie. Le rôti était toujours froid. Les enfants étaient toujours secoués. Mes parents avaient quand même fait ce qu'ils avaient fait. Mais la maison a semblé expirer. Daniel a rallumé le feu. J'ai réchauffé 2 assiettes au micro-ondes parce que la nourriture sur la table était restée là trop longtemps. J'ai donné à Noah du rôti coupé en petits morceaux, un supplément de pommes de terre et un pain avec du beurre parce qu'il aimait le beurre plus que le pain. Pour Emma, j'ai préparé des haricots verts sans amandes et de la sauce au canneberge à part, pour que rien ne se touche. Puis j'ai apporté les 2 assiettes à la table en cèdre. Tenez, ai-je dit, vous deux mangez d'abord. Emma avait l'air incertaine. À la grande table ? Oui. Noah a regardé les chaises restaurées. Est-ce qu'on a le droit ? J'ai tiré la chaise de grand-mère May pour lui. Vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation. Il s'est assis lentement. Emma a grimpé sur la chaise à côté de lui, toujours enveloppée dans sa couverture. Daniel s'est assis près d'eux, assez près pour que son genou touche la chaise de Noah. Je n'ai pas mangé tout de suite. Je les ai regardés prendre leur première bouchée. Non pas parce que la nourriture réparait tout. Ce n'était pas le cas.
Mais il y a des moments où la réparation doit se faire à l'endroit exact où quelque chose s'est brisé. La promesse avait été rompue à cette table. C'est donc là que j'ai commencé à la réparer. Plus tard, après que la vaisselle eût été débarrassée et que les enfants se fussent endormis devant le feu sous de vieilles couettes sorties du placard à linge, Daniel et moi nous sommes assis par terre à leur côté. Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. La neige continuait de tomber à l'extérieur. Le porche était vide. La boîte de biscuits bleus était toujours sur la table basse, fermée. Daniel a pris ma main. « Je suis désolé », a-t-il dit. J'ai secoué la tête. « Tu les as ramenés à l'intérieur. »« Tu l'as fait. »« Nous l'avons fait tous les deux. » C'est tout ce que nous avons dit. Il n'y avait rien de triomphant en moi. Pas d'élan, pas de satisfaction, juste du chagrin, un chagrin plus tranquille que ce à quoi je m'attendais. Une partie de moi avait encore espéré que mes parents deviendraient des personnes différentes dans cette maison, comme si les murs pouvaient le leur rappeler, comme si la table de grand-mère pouvait adoucir ce qui avait été dur depuis trop longtemps. Mais la maison n'a jamais été magique. La promesse n'était pas dans le cèdre, ni dans la cheminée en pierre, ni dans la vieille clé en laiton. Elle résidait dans quiconque choisissait de la protéger. Le lendemain matin, j'ai envoyé une seule lettre. Pas longue. J'y ai écrit ce qui s'était passé. J'ai écrit que tout contact futur exigerait des excuses directes à Noah et Emma, pas de déni, pas de contestation de l'examen de la fiducie, et plus aucun propos sur les liens du sang, la chance, ou la question de savoir si mes enfants avaient leur place. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai envoyé. Mes parents n'ont pas répondu. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Pour une fois, je n'ai pas couru après leur silence. J'ai laissé ce silence faire office de réponse. L'examen de la fiducie a été maintenu. Leur accès est resté suspendu le temps que tout soit examiné. Les événements des fêtes ont été déplacés ailleurs. Les documents de transfert n'ont plus jamais eu d'importance. Mais la partie dont je me souviens le plus n'est pas la partie juridique. C'est plus tard cette nuit-là, après que tout le monde fut parti. La porte déverrouillée, le feu bas, la table en cèdre restaurée. 2 places supplémentaires dressées. Non pas parce que nous en avions besoin, mais parce que grand-mère me disait toujours, on n'attend pas que quelqu'un soit dehors pour lui faire de la place. Noah dormait, une main sous la joue. Le lapin d'Emma était niché sous son menton. Leur joue était redevenue chaude. Je me tenais près de la table et je regardais le portrait de grand-mère May. Je pouvais presque entendre sa voix, il y a toujours de la place pour l'enfant qui se sent mis de côté. Cette nuit-là, j'ai enfin compris que tenir une promesse signifie parfois fermer la porte aux personnes qui n'ont cessé de la briser, et la laisser ouverte pour celles qui n'ont jamais souhaité qu'entrer.